Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Un numéro spécial d'Historia vient de sortir avec pour titre Les Revenants. Ils hantent nos nuits depuis 3000 ans. Franck Ferrand profite donc aujourd'hui pour se lancer dans une chasse aux fantômes. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Des fantômes, des revenants, des zombies, des esprits frappeurs. Voilà le sommaire de ce numéro spécial d'Historia. Et au menu de notre émission, à peu près le même genre de personnages. Nous avons des invités de marque, Victor Batagian qui a dirigé ce numéro, et Catherine Salle, que vous connaissez bien, spécialiste de l'Antiquité romaine, et qui nous fera mieux connaître les fantômes de l'Antiquité, parce qu'on ne parle pas des très très vieux fantômes, ils existaient, vous savez. Et tout à l'heure, à la fin de l'émission, Franck, vous répondrez à la question de Patricia, qui va en savoir plus sur la façon de donner l'heure autrefois. Voilà, pour le moment, nous allons chercher midi à 14h et revivre une des plus belles histoires de maisons hantées que je connaisse. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Parler de fantômes ou de maisons hantées, jusqu'au XVIIe siècle, ça aurait paru tout à fait naturel. Et puis petit à petit, et peu à peu, les choses se sont assagies, si je puis dire. Au XIXe et au début du XXe, notamment sous l'action des sciences triomphantes, on peut dire que tous les mystères, tous les enchantements du monde ont eu tendance à reculer, à se dissiper. Et pourtant, on a continué à être fasciné par tous ces phénomènes surnaturels. Je dirais même qu'ils ont eu paradoxalement tendance à se développer. Dans certains milieux, il est devenu courant au début du XXe de chercher à entrer en relation avec l'au-delà. On l'avait fait ça depuis le milieu du XIXe siècle. Rappelez-vous les fameuses tables tournantes de Victor Hugo, bien sûr, à Jersey et à Guernesey. Il y avait cette vogue du spiritisme. On attend d'ailleurs, on espère mieux comprendre, mieux maîtriser les phénomènes étranges qui découlent de tout ça. Et parmi les pays qui se prennent à ce petit jeu, l'Angleterre, évidemment, vient à la première place. Dans le numéro d'Historia consacré aux revenants, Olivier Tossery précise, au fil du temps, les croyances se scientifisent, entre guillemets. L'au-delà n'envoie plus de signes, mais des messages qu'il faut décrypter. En 1862 à Londres est fondé le Ghost Club, chargé de prouver scientifiquement l'existence de phénomènes surnaturels. On compte parmi ses membres éminents Charles Dickens. 1 million de Britanniques s'adonneraient à cette époque au spiritisme. Et si vous lisez, c'est mon cas, les romans anglais du 19e, vous verrez à quel point le spiritisme, les histoires de fantômes, d'apparitions, de revenants, etc., sont quasiment omniprésents. Il n'est pas étonnant, dans ce contexte, que l'affaire dont je vais vous parler ait défrayé la chronique. L'une des plus célèbres de ces affaires, donc, se passe dans une région aux confins du comté d'Essex, on est au nord-est de Londres, en octobre 1928, quand le révérend Eric Smith arrive avec sa femme pour occuper son nouveau poste à la paroisse de Borley. En découvrant le presbytère, les époux Smith font un peu grise mine, disons-le. Le lieu n'est pas très avenant. Imaginez une grande bâtisse en briques rouges qui date de 1863, des pièces nombreuses, mais vétustes et inconfortables. La maison est froide, elle est humide, on n'y a ni l'eau courante, ni le gaz, ni l'électricité. Et pour ne rien arranger, les courants d'air sont nombreux. Il y a des arbres autour de l'édifice qui ont tendance à masquer la lumière du jour. Bref, c'est pas un presbytère très accueillant. Les époux Smith sont troublés par l'aspect lugubre de leur maison, mais ils le sont encore plus parce que leur racontent les paroissiens. Car, c'est bien connu dans le village, le presbytère aurait été bâti à l'emplacement d'un ancien monastère dont l'histoire est pour le moins trouble. Sans doute leur raconte-t-on qu'au Moyen-Âge, un moine a voulu fuir avec un novice d'un couvent voisin, les deux avec une novice, devrais-je dire, les deux amants ont été pris, ils ont été condamnés, ils ont été exécutés.
Bon, évidemment, ça crée pas une ambiance très favorable, mais ça n'est pas tout. Au XVIIe siècle, une jeune religieuse française, ayant fui son pays, est venue en Angleterre. Elle s'est mariée là, à Borlée, mais elle a fini assassinée par son époux, ensevelie sur la colline où a été construit ensuite le fameux presbytère. Les Smiths marquent le coup quand même, vous imaginez. Le révérend Bull, leur dit-on, qui a occupé les lieux jusqu'à sa mort en 1927, donc juste avant leur arrivée, était par ailleurs très versé dans les histoires d'esprits et de fantômes, et il témoignait souvent d'histoires extrêmement étranges, avec des drôles de phénomènes, etc. Il racontait notamment avoir vu dans le parc la silhouette d'une religieuse, justement. Bon, les Smiths se disent que on doit un peu exagérer, ça fait partie des récits comme ça qu'on raconte. Il ne doit pas y avoir grand-chose de vrai derrière tous ces racontards. Et pourtant, ils doivent bien reconnaître qu'il se passe des choses assez bizarres au presbytère de Borlée. Voilà ce que nous raconte Bernard Boringe. Des chuchotements, des sifflements se faisaient entendre à travers les cloisons, dit-il. Les portes claquaient, les volets s'ouvraient et se fermaient de façon insolite. La nuit, les lumières semblaient s'allumer dans les chambres inoccupées. La domestique de monsieur et madame Smith, elle s'appelle Mary, est un peu délurée, évidemment. Elle rapporte avoir vu la fameuse silhouette de la religieuse. Et puis, à peu près à la même époque, le révérend Smith décide de contacter un reporter du Daily Mirror, qui est très intéressé par ces questions. Alors évidemment, ça risque de faire une mauvaise publicité au presbytère, mais enfin, ça permettra d'avoir quand même le cœur net sur tout ce qui est en train de se passer. Le journaliste arrive donc au presbytère. Il est accompagné d'un certain Harry Price, qui connaît bien les questions surnaturelles. Et très vite, ce soir-là, en se promenant, les deux hommes observent une avalanche de phénomènes pour le moins curieux. Ils ressentent des présences dans le jardin. Ils croient même apercevoir des formes, des espèces de silhouettes bizarres. Peu après, un carreau de la véranda s'effondre juste à côté d'eux. Et puis c'est un chandelier qui vient d'on ne sait où et qui dévale les escaliers de la maison pour finir là juste à leurs pieds. Et ça continue. Le journaliste est frappé au bras par une boule de naphtaline. Bientôt, de toutes petites pierres viennent s'abattre dans le hall du presbytère. Là, ça devient quand même pas très rigolo, cette histoire, évidemment. Et on peut dire que les Smiths sont angoissés maintenant. Harry Price et son camarade pensent pouvoir obtenir des réponses grâce à une séance de spiritisme, car pour débarrasser le presbytère de ces fantômes indésirables, il faut d'abord comprendre les messages que ces fantômes essaient de délivrer. Eh bien, on va organiser la fameuse séance « Esprit, es-tu là ?» Un extrait de la danse macabre composée par Camille Saint-Saëns sur Europe 1. Si vous avez envie de frissonner, restez avec nous. Franck Ferrand revient dans un instant pour vous parler du presbytère le plus hanté d'Angleterre. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et cet après-midi, jusqu'à 15h, Franck Ferrand vous fait frissonner puisqu'il vous parle du presbytère le plus hanté d'Angleterre, le presbytère de Borlée. Alors on l'a vu, il se passe plein de choses très étranges dans ce presbytère. Il est donc temps de faire une séance de spiritisme. Exactement, nous sommes en 1929, donc en juin, dans la nuit du 12 au 13, lorsque commence cette séance de spiritisme. On s'est installé dans une chambre du presbytère. Alors il y a ce familier des phénomènes surnaturels qui est Harry Price, c'est lui le maître de cérémonie, il y a sa secrétaire, les époux Smith bien entendu, le fameux journaliste du Daily Mirror, et puis deux sœurs du révérend Bull, qui était donc l'occupant du presbytère jusqu'en 1927. Alors c'est Price qui ouvre la séance. Si une entité est présente ce soir, je la prie de se faire connaître.
Et après un court instant, un bruit retentit, puis un autre près du miroir. L'esprit a l'air d'être présent. Alors, on est en Angleterre quand même, donc avec distinction, Price s'adresse au fantôme en expliquant que pour que ce soit plus clair pour tout le monde, il suffira de dire, de frapper un coup pour non, 2 coups pour peut-être ou je ne sais pas répondre, et 3 coups pour oui. C'est sur ces bases-là que s'engage ce que j'hésite à appeler la conversation. On ne tarde pas à apprendre que le fantôme est celui du révérend Bull, justement d'après ses dires, si je puis dire. Il est bien à l'origine de certains bruits étranges entendus dans le presbytère. Et il n'a pas, dit-il, la moindre intention malveillante. La suite de la séance apporte assez peu de résultats clairs, même si les 2 sœurs du feu révérend Bull sont émues, vous pouvez bien l'imaginer. Enfin, alors que l'heure a tourné, bien entendu, parce que ça prend tout un temps, les témoins de la soirée ont la surprise de voir, tenez-vous bien, un savon qui fait un bond devant leurs yeux. Difficile de comprendre ce que ça peut bien vouloir dire. Voilà ce que racontera Harry Price. Ainsi finit cette journée fort mouvementée. Un jour mémorable même pour un chercheur expérimenté. Quoiqu'ayant beaucoup étudié de maisons hantées, je n'ai jamais été impressionné par de tels phénomènes comme par ceux de ce jour historique. Et les bizarreries du presbytère vont se poursuivre dans les jours qui suivent la séance de spiritisme. Il y a un événement qui marque particulièrement les Smiths, c'est alors qu'ils reçoivent Harry Price à dîner, son verre d'eau d'un seul coup, paf, se transforme en verre d'encre. Finalement, l'inconfort du presbytère, son atmosphère, ces espèces de visites fréquentes de curieux qui sont à la recherche de tous les spectres, de tous les fantômes, etc. Tout ça lasse les Smiths qui décident de quitter Borley. Un peu plus tard, on est maintenant en octobre 1930, une nouvelle famille emménage au presbytère de Borley. C'est le révérend Lionel Foyster, sa jeune épouse Marianne et leur fille qui n'a que 2 ans. Et évidemment, vous imaginez bien que les esprits qui commençaient à s'ennuyer un petit peu depuis le départ des prédécesseurs, les esprits se mettent à se manifester de nouveau. L'épouse du révérend raconte un jour à son mari qu'elle a entendu quelqu'un l'appeler plusieurs fois « Marianne chérie, Marianne chérie ». Et puis, à nouveau, des objets qui tombent sans explication ça et là. Un jour, Marianne est alertée par du bruit, elle appelle son mari et ensemble, ils se rendent dans la bibliothèque et là, ils découvrent que la bibliothèque est complètement sans dessus-dessous. Vous avouerez qu'il y a quand même de quoi prendre peur. Peu à peu, raconte Bernard Boringe, Marianne devenait nerveuse. Elle était parfois prise de syncope, toujours terrorisée. Elle portait sur la peau une sorte de scapulaire pour se protéger des esprits frappeurs. Et puis Marianne se met à voir des fantômes, et plus curieux encore, elle retrouve des inscriptions sur les murs. Des inscriptions qui demandent de l'aide, qui sont rédigées d'une écriture assez bizarre, peut-être celle de la fameuse religieuse française, vous savez. Le révérend Foyster est maintenant très inquiet pour sa délicate épouse, et il accepte qu'un médium intervienne pour essayer d'entreprendre un exorcisme dans la maison hantée. Seulement Marianne en a assez. Elle décide de passer désormais les semaines à Londres et elle ne revient à Borley que le temps des week-ends. Et finalement, en 1935, le révérend Foyster étant malade, on décide de quitter les lieux et là, personne ne remplace la famille Foyster. Le nouveau pasteur de la paroisse est envoyé dans une autre maison, moins lugubre et peut-être moins risquée. C'est alors que Harry Price, vous vous rappelez toujours lui, ce chasseur de fantômes, décide de louer le presbytère qui avait été quand même laissé vacant pendant une année. Le lieu est devenu célèbre à cette époque, bien entendu, dans toute l'Angleterre. Price décide donc d'autoriser un certain nombre d'amateurs de mystère à venir étudier sur place les phénomènes qui se produisent et assez vite, de nouvelles informations sont recueillies. Certains rapportent par exemple que le nom de la religieuse française, Marie Lair, leur a été révélé. Un esprit plus funeste se met à évoquer l'avenir du presbytère, un avenir qui a l'air sombre, tragique, puisque, d'après cet esprit, le bâtiment disparaîtra sous peu, dévoré par les flammes. Désormais, le presbytère de Borley alimente les conversations dans tout le pays. Harry Price en assure la promotion avec un certain brio, il faut bien le dire. Il va même tirer de tout ça un ouvrage intitulé « La maison la plus hantée d'Angleterre ».
Esprit fantôme, Franck Ferrand vous fait découvrir le presbytère le plus hanté d'Angleterre. Alors si vous êtes là, manifestez-vous de l'autre côté du poste et rendez-vous sur les réseaux sociaux avec Twitter et le hashtag ACDH. Vous pouvez également nous laisser des messages et poser vos questions à Franck Ferrand et ses invités aujourd'hui sur la page Facebook Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand revient dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Alors on l'a vu avec vous, Franck Ferrand, depuis 14h, le presbytère de Borlée a effrayé plusieurs familles, il est hanté et Harry Price, le chasseur de fantômes, lui, profite de ces fantômes-là. Oui, il va même publier un livre qui se vend très bien, sauf que son bail, qui était un tout petit bail d'1 an, s'achève et qu'il ne renouvelle pas l'expérience. Tiens. À ce moment-là, on est fin 1938, le presbytère est vendu à un homme nommé Gregson, le capitaine Gregson, qui entreprend de s'y installer quelques mois plus tard. Seulement, la prédiction de l'esprit, rappelez-vous, sur l'incendie, etc., cette prédiction se révèle exacte. Alors qu'il a à peine défait ses cartons, Gregson voit se déclencher un incendie qui devient d'ailleurs un terrible incendie qui va ravager littéralement l'édifice. Le capitaine est dépité. Ça n'en est pas moins un homme réaliste et entreprenant, et pour essayer de regagner un petit peu de l'argent qu'il a investi dans la bâtisse, eh bien, il organise des visites des ruines. Venez voir le presbytère le plus hanté d'Angleterre qui a brûlé sous l'effet des esprits malveillants. Alors, il y a beaucoup de curieux qui répondent à l'invitation, bien sûr. Y compris d'ailleurs après le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, puisque on va voir des gens continuer à venir visiter tout ça. On va faire d'ailleurs des découvertes au milieu des ruines. Pourtant, en parallèle à ces événements, le mystère de Borlée, disons-le, commence à avoir un petit peu de plomb dans l'aile. Dès 1938, on a décidé d'organiser une enquête sérieuse. Ce sont des archéologues qui ont passé la zone de construction du presbytère au crible, et ils sont formels. Contrairement à la légende, aucun monastère n'a jamais existé à cet emplacement. Pas plus qu'un couvent à proximité. Donc l'espèce de vieille légende dont je vous parlais est fausse déjà. Bon. Et puis on s'interroge sur le fameux Harry Price, parce que quand même il faut constater qu'à chaque fois qu'il était présent, les esprits se manifestaient beaucoup plus. Les manifestations les plus surprenantes ont eu lieu toujours en sa présence. Ben oui, sauf qu'on découvre que ce monsieur, avant de s'intéresser aux phénomènes surnaturels, était illusionniste. Il a étudié la magie, il avait toutes sortes de tours dans son sac. Ah, c'est un petit peu embêtant. Transformer de l'eau pure en eau pleine d'encre, par exemple, c'est tout à fait à la portée d'un illusionniste, même débutant. Bon. Et alors un jour qu'il fait visiter le presbytère à un journaliste, on raconte que le journaliste, tout à fait suspicieux, a décidé de fouiller notre ami Price. Et là, surprise, ses poches sont pleines de cailloux. Ce sont les fameux cailloux qu'on a l'habitude de voir volter un peu partout dans la maison. C'est embêtant quand même tout ça, vous avouerez. Parce que tout ça veut dire que notre Price est un imposteur. D'ailleurs, on essaie de lui poser des questions, il n'arrive pas à trouver de réponse. Peut-être d'ailleurs qu'il se ment à lui-même, c'est très difficile à savoir. Madame Smith, rappelez-vous, Madame Smith est interrogée de nouveau, maintenant elle est veuve, sur ses années à Borlée. Et quand elle raconte exactement ce qui s'est passé, elle raconte ces bruits, ces grincements qu'elle a entendus, les volets qui ont claqué, etc. On se rend compte qu'il n'y a pas grand-chose de surnaturel, somme toute. Les bruits étranges, bah oui, une vieille maison pleine de courants d'air, peuplée de rats et de souris, etc. Les lueurs vives dans les chambres vides, mais il semblerait que ce soit tout simplement le reflet des phares des voitures à la suite de la construction d'une nouvelle route qui, à chaque fois qu'une voiture passait, envoyait tout simplement une espèce d'éclair, de lueur dans la maison. La fameuse jeune fille, la domestique qui disait qu'elle avait vu des choses incroyables et des fantômes, on se rend compte qu'elle est en fait une sacrée farceuse, la domestique en question, et que c'était pour effrayer ses patrons. Bref, au-delà de tout ça, on peut estimer que l'imagination des uns, le conditionnement des autres, a fait du presbytère de Borlée une maison hantée. C'est ça la vérité. Alors reste quand même un problème. C'est Marianne, vous savez, l'épouse de Feuchter, l'épouse du du troisième même, devrais-je dire, révérend. Ça, c'est plus étonnant parce que là, elle a vraiment dit qu'elle a entendu et vu des esprits, que des messages écrits lui sont apparus sur les murs, même s'ils ont disparu par la suite, etc. Oui, mais là encore, on se rend compte que c'était une jeune femme
assez perturbée, très malheureuse de vivre avec un mari beaucoup plus âgé qu'elle, qui détestait cette maison qu'elle avait prise en grippe dès le tout début, et qu'elle aurait bien pu en rajouter et même inventer toutes sortes d'histoires pour essayer de se débarrasser des lieux et voire même, pourquoi pas, de son mari. À la suite d'études graphologiques, raconte Bernard Boringe, la jeune femme fut accusée d'avoir écrit elle-même sur les murs les appels au secours des esprits, des appels au secours qui peut-être après tout étaient les siens. Ainsi, même si certains continuent de s'accrocher à cette légende du presbytère de Borlée, il semble bien que le bâtiment n'ait pas été plus hanté qu'autre chose. D'ailleurs, il ne va pas survivre au délabrement et à la destruction. Vous savez, on va laisser tomber tout ça. L'état du presbytère va se dégrader encore et encore pendant la guerre. On est quand même dans un pays dont le climat n'est pas propice à l'architecture. Quand une maison n'est pas entretenue en Angleterre, elle tombe très vite en lambeaux. La végétation va conquérir peu à peu le presbytère. Le temps passe, tout s'écroule. Et finalement, en 1944, les restes du bâtiment incendié seront définitivement détruits, remblayés. On a rasé le monastère de Borlée de la carte. Et Bernard Boringe de conclure, bientôt, il ne resta plus rien du presbytère le plus hanté de toute l'Angleterre. Les fantômes de Borlée, si heureux dans leur ruine, n'eurent plus, hélas, qu'à chercher un autre refuge. Bonjour Catherine Salle. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Victor Batagian. Bonjour. On peut dire que vous y êtes allé fort dans ce numéro spécial d'Historia. Les fantômes, les revenants, les zombies sont à chaque page. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Les fantômes sont à l'honneur de cette émission jusqu'à 15h au cœur de l'histoire avec vos invités. Franck Ferrand, aujourd'hui vous recevez Victor Batagian, rédacteur en chef adjoint, chargé des numéros spéciaux d'Historia avec un numéro spécial. D'ailleurs, les revenants, ils hantent nos nuits depuis 3000 ans. Et Catherine Salle, agrégée de lettres classiques, doctoresse lettres, maître de conférences émérite à l'université Paris X Nanterre et spécialiste de l'Antiquité romaine. Et oui, car nous allons voir que les fantômes existent depuis très longtemps, Catherine Salle. D'abord, je voudrais vous féliciter, Victor Batagian, parce que vous avez renoué avec ce numéro spécial avec l'Historia, les Historias de mon enfance, si je puis dire. On se plonge dans le numéro, et alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe. Et vous avez des plumes très prestigieuses, Robert Muchain-Blay, Catherine Salle, entre autres. On a envie d'y croire, si je puis dire. Et alors, on est au milieu. Alors là, on vient d'entendre des chants vaudous. On parle de loups-garous, on parle de revenants, de vampires, beaucoup de vampires. Alors, il y a bien sûr les cas très connus de Dracula, d'Erzsébet Báthory et tout ça, dont on a eu l'occasion de parler à ce micro. Vous imaginez bien que ça fait des belles émissions, tout ça aussi. Mais il y a aussi des articles de fond sur le phénomène même du surnaturel et sur ce qu'il nous apprend de l'inconscient des sociétés où ces phénomènes se sont développés. Et on peut dire, Catherine Salle, que les fantômes sont aussi vieux que l'histoire et qu'en tout cas, il y en avait beaucoup déjà dans la Rome antique. Dans la Rome et à Athènes aussi. Et en Grèce, oui, bien sûr. Tout simplement parce que les anciens pensaient que les morts étaient très mécontents de ce qui leur était arrivé. Puis il y avait les morts prématurés, il y avait les enfants qui étaient morts. Donc ils n'avaient qu'une seule envie, c'est de revenir sur Terre pour retrouver leur vie d'avant. Et c'est ainsi que pour les Romains, par exemple, les esprits des morts, qui sont des ombres, s'appellent les mânes. On leur a donné le nom de mânes, qui veut dire les bons, tout simplement pour essayer de contrer leur méchanceté. Mais si ces mânes ne sont pas bien honorés, si on ne va pas tous les ans sur la tombe du mort pour faire un petit pique-nique, pour lui verser un petit peu de vin sur sa tombe, à ce moment-là, ils deviennent très méchants. Ils reviennent sur Terre, sous le nom d'ailleurs à Rome de larves et de lémures. On les appelle plus les mânes. Et ils vont tourmenter, bien entendu, les vivants. Mais alors, s'il y a dans toutes les sociétés des phénomènes qui se ressemblent d'une certaine manière, il y a deux possibilités. Soit c'est que ces phénomènes existent
tout simplement, et qu'il se manifeste à différentes périodes. Et je ne veux surtout pas briser les rêves de ceux de nos auditeurs qui y croient fermement. Et l'autre possibilité, c'est que ce sont des projections psychologiques qui sont les mêmes, là encore, hein. C'est-à-dire que on aurait des archétypes, pour parler jungien, des archétypes qu'on retrouverait dans les différentes sociétés. Et en l'occurrence, on trouve dans le berceau de notre civilisation, c'est-à-dire en Grèce et à Rome, on trouve des éléments qui annoncent vraiment les maisons hantées, les fantômes, les revenants, etc., tels qu'on les connaîtra dans notre Occident moderne. Ah oui, moi je crois que sont effectivement des projections psychologiques. Mais ces projections psychologiques touchent même les plus hauts personnages de l'État. Puisque à Athènes et à Rome, il y a les jours où on ouvre la terre, enfin le mundus à Rome, où on ouvre la terre pour faire sortir tous les esprits des morts. Parce que pendant une journée, ils vont pouvoir se promener dans la ville qui était la leur. Et alors, les vivants, eux, ont une peur panique de ça. Ils s'enferment dans leur maison, ils ferment bien leur maison. Et à la fin de la journée, on dit aux mânes et aux esprits en Grèce, on leur dit retournez chez vous, la fête est finie. Hein, la fête est finie. Alors que fait-on pour essayer justement de se concilier les mauvais esprits? Il faut leur faire des sacrifices. Oui, parce que d'où la pratique d'ailleurs dans certaines familles de mettre des aliments dans la tombe et de mettre dans la tombe tout ce qui avait été le décor du mort. Pour des enfants, ça va être ses jouets, ça va être. Les enfants sont les pires, hein, parce que eux, ils sont morts avant l'heure. Et comment, hein, on grand enfant. Et donc, on va essayer, on fait des prières. Il y a des fêtes. Alors des fêtes extraordinaires, plusieurs fêtes pour les morts, où toute la ville se met en deuil pour sacrifier à ces morts, pour leur dire soyez gentils, ne revenez pas nous tourmenter. En fait, tous ces fantômes, toutes ces manifestations existaient dans des sociétés bien plus archaïques, évidemment, Victor Batagion. Et ce qu'on voit ressurgir au Moyen-Âge, dans un Moyen-Âge qui est littéralement, alors lui, peuplé d'esprits et de fantômes, ce sont souvent des croyances qui sont bien antérieures à l'époque gréco-romaine, hein, qui sont très très archaïques, en vérité. Oui, absolument. Disons que dans le Moyen-Âge chrétien, les esprits continuent à perturber les rêves et les vies de leur famille à cause toujours de ratés qu'il peut y avoir dans le système d'échange entre le ciel et la terre. Il faut s'imaginer... Erreur de connexion. Une erreur de connexion, c'est-à-dire qu'on a la géographie de l'au-delà, il y a le paradis, l'enfer, il y a les limbes où les enfants sont morts avant d'avoir été baptisés, et il y a ce purgatoire. Donc c'est une question, c'est exactement ce purgatoire-là qui nous intéresse, puisque c'est là où les âmes purgent leurs péchés commis sur terre, en subissant des épreuves, des tourments quasi infernaux, des feux, enfin plein de réjouissances. Et ce purgatoire-là n'est qu'une étape de transition avant d'aller dans l'au-delà, enfin je veux dire dans le paradis. Pour s'en sortir de là, il faut subir patiemment les épreuves, mais également veiller à ce que les vivants entretiennent convenablement la mémoire de leur mort. Et voilà. Et c'est très important. Finalement, ce qui est au cœur de tout ça, c'est le lien entre vie et mort, entre ceux qui vivent de ce côté-ci du miroir, si je puis dire, et ceux qui sont morts de l'autre côté. C'est ça, Catherine Salle. C'est exactement ça, oui, parce que les vivants ont peur de subir le même sort que ces morts, qui sont quand même très malheureux hein, dans les enfers. Il y a le fameux mot d'Achille aux enfers qui dit à Ulysse je préférerais être un pauvre bouvier sans fortune, mais vivant, que d'être aux enfers le roi de toutes ces ombres sombres. On cherche à communiquer finalement avec les morts. Je parlais de spiritisme tout à l'heure. C'est ce qui nous a tous fascinés à un moment ou un autre. Et je dirais nul n'est à l'abri de ce genre d'expérience. C'est de pouvoir parler aux morts, de pouvoir entrer en communication avec le royaume des morts. C'est ça l'idée. Vous avez, alors, il y a une double page dans le numéro spécial d'Historia qui est passionnante. J'ignorais totalement l'existence, moi, de ces fameuses tablettes de défiction. Qu'est-ce que c'est que ça? Défiction avec un X, hein, avec un X. Bien sûr. Ça existait en Grèce très peu, mais ça existait beaucoup à Rome. Et d'ailleurs, dans le numéro, on dit qu'on vient d'en retrouver encore beaucoup, je crois, dans la région du Mans. C'était une façon pour les vivants de donner aux morts le rôle de facteur, de messager, pour que celui-ci fasse parvenir à un démon un message. On peut dire que c'est une lettre qu'on confie à un mort. C'est une lettre qu'on confie à un mort, exactement. Hein. Alors donc, dans certaines tombes, vous avez sur le côté un petit canal dans lequel on peut enfoncer cette lettre. Alors ces tablettes de défiction sont très petites, elles sont en plomb, parce que le plomb
le métal de la mort par excellence, et elles sont roulées et transpercées d'un clou. C'est d'où le mot défiction qui veut dire transpercer. Et on envoie ces tablettes de défiction aux morts pour qu'ils trouvent un démon. C'est plutôt des démons que des dieux. Alors là, on en a mais des dizaines et des dizaines de démons, dont certains ont probablement existé. Ce sont des dieux différents. On a même un Yeshua qui est probablement Jésus. Enfin, on pense que c'est lui. Et il y a même, bien sûr, il y a Yahvé, enfin tout ce qui était divin dans le monde à l'époque. Et alors, vous avez 3 catégories de tablettes. Vous avez celle dans laquelle on oblige une femme qui ne vous aime pas à vous aimer, ou au contraire, on fait mourir celui qui est le rival en amour. Ça, oui. Vous avez les tablettes pour les procès, c'est-à-dire qu'on dit transmets ça, fait que l'adversaire ne puisse pas parler, que tout d'un coup il y ait quelque chose qui l'empêche de parler. Et puis alors les plus répandues, ce sont les tablettes qu'on trouve d'ailleurs dans les sols des amphithéâtres et de tous les amphithéâtres et des cirques. Ce sont les tablettes qui sont destinées à faire mourir ou en tout cas à blesser gravement l'adversaire. Alors on demande au démon, fais que l'ours attaque un tel et ne laisse pas se relever. Pour les chars, on dit, fais que le char d'un tel oblique mal et par conséquent qu'il s'écrase sur les... Et alors, les plus saisissantes, parce que là, on entre vraiment dans le domaine du psychisme, ce sont les tablettes amoureuses. Parce que, bon, ça commence généralement de façon très banale, force un tel ou une telle à m'aimer. Et puis, petit à petit, on entre dans l'irrationnel, disons, puisqu'on dit qu'elle ne s'occupe plus de ses parents, qu'elle ne s'occupe plus de sa maison, qu'elle ne s'occupe plus de ses voisins, il faut Ce sont des sorts qui sont jetés. Oui, que tout le monde autour d'elle n'existe plus pour qu'elle se consacre uniquement à celui qui a envoyé le message. Finalement, on dirait les petits dépliants pour les marabouts, vous savez, Oui, tout à fait. mais destinés à des morts. Ça, Oui, c'est quand oui, même oui. plus extraordinaire. Oui, Alors, on n'en a pas fini avec le spiritisme. Je voudrais qu'on revienne justement sur les séances de dialogue avec l'au-delà. Nous y venons dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Il y a un petit côté très fantôme dans cette émission C'est ça, un aujourd'hui. petit peu aujourd'hui. On a peur que quelqu'un nous tape sur l'épaule. Alors on reste vigilant puisque cet après-midi sur Europe 1 jusqu'à 15h, nous parlons des zombies et des fantômes avec vos invités. Franck Ferrand, Victor Batagion, rédacteur en chef adjoint chargé des numéros spéciaux d'Historia, puisqu'un numéro spécial est à découvrir, celui de janvier-février. Les revenants, ils hantent nos nuits depuis 3000 ans. Catherine Salle a participé à ce numéro. Elle est agrégée de lettres classiques et doctoresse lettres, maître de conférences émérite à l'université Paris X Nanterre et spécialiste de l'Antiquité Et romaine. oui, et grâce à Catherine Salle, nous avons pu mesurer jusqu'où les fantômes, les esprits, toutes ces créatures, si je puis dire, plus ou moins fantasmagoriques, peuplaient déjà l'imaginaire de nos ancêtres en Grèce, à Rome, dans l'Antiquité. Et en fait, nous avons de qui tenir, d'une certaine manière. Alors, c'est vrai que ces tablettes de défiction, là, cette espèce de message qu'on envoie dans l'au-delà en passant par les morts, sont une espèce de découverte extraordinaire. Je vous avoue que ça me fascine beaucoup. Alors, le meilleur moyen quand même de communiquer avec l'au-delà, cher Victor Batagion, c'est d'avoir un bon guéridon pas trop lourd, bien rond, quelques personnes bien motivées, voilà, exactement. On écarte les mains, on se touche les doigts. Et on se lance dans une bonne séance de spiritisme. À quel moment ce spiritisme devient-il un phénomène de société ? Alors, le phénomène de société apparaît au 19e siècle, très clairement. C'est le siècle, pourtant, du désenchantement du monde, avec la montée, comme vous le savez, de la C'est sécularisation. la compensation, en quelque sorte. Absolument. Et donc, ces revenants vont revenir en force. La mode du spiritisme va naître aux États-Unis en 1848 sous l'impulsion des sœurs Fox, qui sont les filles cadettes d'un fermier méthodiste. Elles vont réussir. Alors, bien évidemment, il va y avoir un poltergeist qui va se manifester chez elles. Et elles vont réussir à communiquer avec lui. Et c'est quelque chose qui va tellement bien marcher que la rumeur va se répandre comme une traînée de poudre. Et il va y avoir beaucoup de gens qui vont venir les voir en disant on souhaite également communiquer avec ces esprits. Donc, elles vont se faire beaucoup d'argent. Ça, c'est vers 1848. Et 40 ans plus tard, l'une des deux sœurs va avouer que c'était une supercherie, mais c'était trop tard. Et de toute façon, elle avait gagné suffisamment d'argent. Et les théories du spirit étaient déjà
avancée. On a eu le même cas dans une séance de spiritisme restée fameuse à Biarritz, dans le cercle de l'impératrice Eugénie. On s'est rendu compte que le prétendu spirit, était justement un illusionniste et qui palpait les gens, si je puis dire, avec ses pieds sous la table, enfin, etc. Bon, enfin, tout ça est quand même, il y a un petit côté un peu pitoyable, mais néanmoins, il y a bien au-delà, il y a bien la volonté de communiquer. C'est ça qui est fascinant, Catherine Salle. Il y avait des séances de spiritisme à Rome? Je ne crois pas, mais je pense que les cérémonies que l'on faisait dans chaque maison, parce que dans chaque maison il y avait aussi des cérémonies, servaient justement à entretenir le dialogue, le lien. Entretenir un dialogue avec les morts, même si on ne les voyait pas, parce qu'ils étaient sous forme d'ombre, donc on ne les voyait pas. Mais enfin, on ne les voyait pas, sauf s'ils voulaient se montrer. Mais s'ils apparaissaient sous forme d'ombre, on les traversait, quoi, parce que c'était pas un corps, donc on pouvait les traverser avec les mains. Alors ce numéro spécial d'Historia est peuplé de créatures, si je puis dire. On y parle de vampires, on va y venir dans un instant, aux vampires. On y parle de zombies aussi, on va faire tout un tour du côté d'Haïti, et on peut dire que la société haïtienne est littéralement peuplée de fantômes, de spectres, d'esprits, etc. On y parle aussi de loups-garous. Là, il y a quelque chose d'antique chez les lycandres, chez les lycanthropes, chez les loups-garous. Oui. Bon, ça touche. C'est vrai qu'ils seront beaucoup plus nombreux à l'époque que connaît Victor, c'est-à-dire à partir du Moyen-Âge. À Rome, on n'en a pas beaucoup. On en a une histoire qui est racontée par Pétrone et qui est absolument irrésistible parce que on a ce loup-garou qui tout d'un coup, c'est un homme qui se transforme en loup au milieu des tombes, qui urine autour de ses vêtements pour éviter qu'on les lui vole. Bon, parce qu'on ne sait jamais. Et puis qui va essayer d'aller manger les brebis. En fait, c'est pas encore très très méchant de la maison du personnage qui raconte l'histoire. Et un esclave blesse le loup au cou. Et le lendemain, on retrouve le personnage humain qui a effectivement la même blessure au cou. Ouais. Mais alors, pour les anciens, il y avait aussi un peuple de l'est du bassin méditerranéen qui tous les ans se transformait en loup-garou. Oui. Les loups-garous, ils vont faire fortune, si je puis dire, à compter de la fin du Moyen-Âge, Victor Battagion. Ça devient une créature très présente. Oui, absolument. Surtout, bien évidemment, dans les campagnes. C'est la fin du Moyen-Âge, mais effectivement, en tout cas, de ce que l'on sait, on entend vraiment parler à la fin du XVIe, XVIIe siècle notamment. C'est toujours relié à une peur d'épidémie. La fameuse peur du loup, en l'occurrence. Du loup également, mais aussi des grandes épidémies. On a peur, il y a la mort qui rôde, et donc si la mort est rôde, le loup rôde, donc on s'invente plein de belles histoires. Les vampires ont effrayé. Alors il y a les vrais vampires, ceux de l'histoire. Vlad l'Empaleur, l'origine, dit-on, de Dracula. Bien entendu, Erzsébet Báthory qui prenait des bains de sang de ses victimes, enfin, etc. Mais il y a aussi les vrais vampires. Les vampires qui ne se nourrissent que de sang et qui sont, elles, des créatures surnaturelles. On est là dans la création littéraire romantique, quand même, il faut le dire. Oui, il y a toute une mouvance littéraire, que ce soit la mouvance gothique, les vampires qui vont vraiment comment dire, on va vraiment s'intéresser aux vampires au XVIIe siècle, au XVIIIe, toujours dans les régions reculées, l'Europe orientale. On va supposer que des cadavres vont se lever, vont venir vous sucer le sang, mais pas forcément avec les dents et les canines. C'est en vous enveloppant, ils vous sucent le sang par les pores. Et tout ça va amener, bien évidemment, des histoires qui vont se perpétuer et qui vont devenir un grand mouvement littéraire à partir du XVIIIe siècle, notamment en Angleterre. On se rend bien compte en vous écoutant qu'on est encore une fois dans des archétypes psychologiques. Toujours. Et dans des projections de phénomènes qui sont d'abord intimes, il faut le dire. On est dans la psychologie des profondeurs dès qu'on parle de toutes ces créatures surnaturelles, etc. D'ailleurs, vous réservez dans le numéro spécial un certain nombre de doubles pages au point de vue de la science. Ce qu'en pense la science, vous appelez ça oui, à chaque fois. Disons que, bien évidemment, on raconte des histoires et on essaye d'expliquer quels sont les tenants psychologiques à chaque fois sur chaque type de créature. Mais ce qui était intéressant également, c'est de se dire aujourd'hui,
que peut-on dire? Est-ce que les loups-garous existent vraiment? Est-ce que la lycanthropie, on peut en trouver? Oui, il y a la maladie, la lycanthropie mentale, qui est tout simplement quelqu'un, vous demain, vous allez vous réveiller en vous disant je suis un loup-garou et je vais aller dévorer les gens, mes voisins ou les gens d'à côté. Donc c'est vraiment intéressant de revenir sur la science et voir ce que l'on pouvait en tirer. On pourrait presque parler d'un état des lieux de l'imaginaire, en quelque sorte. Dès qu'on parle de ces fantômes, etc., c'est un petit peu comme si on entrait dans l'imaginaire des différentes civilisations, Catherine Salin. Tout à fait. Les Romains, eux, connaissaient ce qu'ils appelaient les striges. Alors les striges, c'est un mot un peu vague, parce que quelquefois ça désigne des sorcières simplement, mais très souvent ça désigne des sorcières qui vont se transformer en animal, c'est-à-dire en oiseau de proie, en souris, en tous les animaux que vous voulez. Alors méfiez-vous si dans votre chambre vous voyez passer une souris ou une musaraigne, ça peut être une strige. Et alors elles vont se nourrir du sang des gens qui dorment, et en particulier elles adorent les bébés. Alors on retrouve les bébés vidés de leur sang, et ça prouve qu'il y a une strige qui est passée par là. Ça peut être aussi les vivants. Alors on a une histoire où elles sont plusieurs striges, elles avalent tout le contenu d'un corps humain et elles remplacent parce qu'il est sur son lit de mort en fait, et elles remplacent tout ce qu'elles ont avalé par de la paille. Elles bourrent le cadavre de paille pour que les vivants ne comprennent pas qu'elles sont passées par là. Voyage au pays de nos peurs et on pourrait presque dire de nos démons, d'une certaine manière. Alors, vous êtes allé voyager aussi géographiquement, Victor Batagian, puisque vous nous parlez d'Haïti et du vaudou, bien entendu. Ça fait partie on parle des zombies. Des revenants. Alors aujourd'hui, quand on pense aux morts vivants et aux zombies, tout de suite on pense à la série événements The Walking Dead. Vous avez tous plus ou moins vu. Ils sont très présentables dans Walking Dead. Oh, ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Oui. Ou alors les films cultes comme Brain Dead, Evil Dead. Mais les zombies qui sont d'origine haïtienne, donc historiques si l'on peut dire, sont très éloignés de ces marcheurs que l'on voit à la télévision parce qu'ils trouvent leur source donc dans l'île qui est à la confluence de 3 cultures, ce qui était très important. Donc l'africaine, la précolombienne et la française. Comme vous le savez, l'histoire de l'ancienne Saint-Domingue, qui était l'ancienne colonie française, a une histoire liée à l'esclavage et aux souffrances d'un peuple qui va être déporté, explanté d'un endroit aux Caraïbes et bien évidemment exploité. C'est important d'avoir ça en tête par rapport aux zombies, parce qu'au-delà de la peur qu'ils peuvent inspirer, ce sont des victimes, ce sont des individus qui sont condamnés par les sociétés secrètes, donc il y a Chanterelle, il y a Bizango, qui sont, elles, héritières des armées de libération de l'île de la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Et donc l'acte de zombification, si on peut dire, est une sorte de punition, peut-être même pire que la mort, qui est dictée par le désir de vengeance ou de revanche. Il s'agit en fait de transformer un individu, un pauvre malheureux, en un esclave. Et c'est de là que vient vraiment le zombie. Et le mot zombie viendrait de Nazambi, qui veut dire Dieu, ou de Zumbi, fétiche, en langue Chiluba, qui est bantou, donc des ethnies de l'Afrique sub-équatoriale. Là, je crois qu'on peut dire qu'on est parti très loin, du coup. On est parti très très loin. Les revenants, ils hantent nos nuits depuis 3000 ans. Fantômes, poltergeist, vampires, loups-garous, zombies. C'est le titre et c'est le contenu complet de cette Historia spéciale qui est dans vos kiosques en ce moment. Merci à tous les deux. Franck Ferrand vous répondrait à la question de Patricia qui veut en savoir plus sur l'origine de notre façon de dire l'heure aujourd'hui. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Alors aujourd'hui, Franck, c'est une question de Patricia sur le site internet europe1.fr. Elle voudrait savoir depuis quand et pourquoi a-t-on changé notre façon en France de dire l'heure l'après-midi. Par exemple, avant, là, on disait qu'il était presque 3 heures du soir. Et voilà, vous dites avant, moi je disais ça jusqu'à une période très récente. D'accord. Ça m'arrive encore, d'ailleurs, pour tout vous dire. Bon, pendant très longtemps, il faut vous dire que les heures n'avaient pas la même durée le jour et la nuit, vous savez bien. Et puisque nous avons une spécialiste de l'Antiquité à cette table, c'est qu'à Rome, par exemple, on comptait du lever au coucher
coucher du soleil, il y avait 12 heures qui pouvaient être plus ou moins longues en fonction évidemment de la saison. Bon, il a fallu attendre la découverte du pendule, vous savez, de l'isochronie du pendule de Galilée. On est donc à la fin du XVIe siècle, 1583, pour qu'on admette des heures qui aient une durée égale en quelque sorte. En France, on se réfère au passage du soleil au zénith pour calculer midi, bien entendu. Ce qui veut dire entre parenthèses qu'au XIXe siècle, par exemple, il n'était pas la même heure à Paris et à Marseille au même instant. Il y avait un décalage horaire qui pouvait aller jusqu'à 50 minutes entre l'est et l'ouest de la France. Alors, pour compter les heures, effectivement, on avait 2 fois 12 heures et on disait il est 1 heure, il est 2 heures, 3 heures, etc. Il va falloir attendre très tard, c'est la loi du 9 mars 1914, pour que la France, adhérant au système des fuseaux horaires, adopte la division du jour en 24 heures. Mais c'est pas parce que la loi a changé que la pratique a changé. Et pendant très longtemps, on a dit, au lieu de 21h30, on disait il est 9h30. Et moi, je continue à le dire d'ailleurs.